Et ben voilà, nous sommes toujours en direct de la place de la République et nous sommes bien debout, effectivement, c'est une radio debout, n'est-ce pas Élise? Bonjour. Absolument, Ça va? bonsoir, ça va, ça va. Alors Bernard Stiegler vient de nous rejoindre. Bonjour Bernard. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Alors Bernard, vous êtes philosophe et puis aussi cofondateur de Ars Industrialis, une association qui depuis longtemps milite aussi pour de nouvelles puissances publiques, de nouveaux services publics d'une certaine manière. Et c'est un peu le sens de ce qui se passe ici sur cette place, c'est-à-dire une réflexion à d'une certaine manière aussi de nouveaux services publics qui se discutent là d'une certaine manière, ou en tout cas une critique de ces services tels qu'ils existent aujourd'hui. Vous étiez en Chine, je crois savoir. Comment voilà, ces informations vous sont parvenues jusqu'en Chine? Tout simplement par France Culture sur le web, par les journaux que je peux lire en ligne, et puis aussi quand même un petit peu par des discussions qu'il y avait avec des amis chinois, parce qu'ils étaient quand même un petit peu informés de ce qui se passe. Ils avaient du mal, comme moi d'ailleurs, à appréhender les choses, parce que quand on est loin, c'est toujours compliqué de vraiment comprendre ce qui se passe. Quand on est en Chine, par exemple, on s'aperçoit à quel point on comprend rien à la Chine quand on est en France, juste ce qu'on dit de la Chine depuis la France. Et voilà, le réel est toujours beaucoup plus complexe. En tout cas, il y avait en Chine un intérêt évidemment tout à fait clair pour ce qui se passe ici, mais pas une grande compréhension, y compris pour moi, bien entendu. Et là, ça fait maintenant une semaine et demie, je crois que vous êtes ici. Comment vous percevez ce qui se passe? Pas encore très bien. Disons que voilà, je pense que ce qui se passe ici en ce moment en France, c'est d'abord une réponse à une question que nous sommes, beaucoup d'entre nous, Français en particulier, nous sommes posés. Pourquoi il ne se passait rien en France alors que depuis 2008, il s'est passé beaucoup de choses dans beaucoup de pays. Ici, il ne se passait pas grand-chose. Donc tout à coup, quelque chose se produit. Évidemment, ça soulève un intérêt très particulier parce que la France a une tradition, par ailleurs, de lutte sociale de grande portée, de grande renommée aussi d'ailleurs internationalement. Ça a toujours surpris nos amis à l'étranger qu'il ne se passe rien à Paris depuis 7-8 ans maintenant. Par ailleurs, moi, comme vous le disiez, je me suis occupé il y a 11 ans avec des amis que je viens de quitter d'ailleurs de créer ce mouvement Ars Industrialis. Enfin, quand je dis ce mouvement, c'est pas un mouvement, c'est un groupe, on appelle ça un groupe de réflexion, parce que nous pensons qu'il faut réarmer conceptuellement l'espace public, le public, dans un contexte qui est un contexte que j'appelle de disruption. Enfin, c'est un terme qui n'est pas le mien, c'est un terme qui est utilisé d'ailleurs plutôt par des gens du marketing et de ce qu'on appelle l'innovation technologique. Et nous pensons, Ars Industrialis, que nous sommes en train de changer très profondément de système. Disons que nous sommes en train de quitter le système qui s'était installé aux États-Unis dans les années 1930 et puis qui avait migré en Europe et qui s'est planétarisé. Ce système est totalement arrivé à ses limites. Des transformations extrêmement importantes se produisent, en particulier liées aux technologies numériques et à l'automatisation. Et nous pensons qu'il faut complètement repenser l'avenir économique et politique. Et ce que nous essayons de faire depuis 11 ans, c'est d'armer véritablement un travail de fond qui est ouvert à tout le monde. C'est pas du tout une université ou un laboratoire, Ars Industrialis, c'est un groupe de citoyens, disons, mais dans lequel nous sommes donné des méthodes de travail, des séminaires, des commissions de travail, un petit peu ce qui se passe ici d'ailleurs, et en soutenant un certain nombre de thèses, qui aussi passent par une relecture des grands textes, disons, du marxisme, du freudisme, de l'école de Francfort, du post-structuralisme, etc., que nous pensons devoir complètement requalifier dans le contexte contemporain. C'est un peu le laboratoire de la société de demain, Élise. Oui, mais justement, vous avez fait un parallèle avec ce qui se passe ici. Vous avez notamment beaucoup travaillé autour des questions d'open source. Et justement, à Nuit debout, on refuse beaucoup la présence d'un leader. Il y a des AG, des commissions qui s'organisent pour mettre en place des savoirs et des idées partagées qui donc n'appartiennent à personne. Comment est-ce que de ce mode d'organisation, on peut faire surgir une pensée qui soit structurée ? Ça, c'est la question fondamentale à laquelle il faut apporter aujourd'hui des réponses qui doivent s'appuyer, selon nous, non pas exactement sur des services publics, mais sur une nouvelle puissance publique. Il faut repenser la puissance publique
dans cette optique-là. Alors, ce que vous venez d'évoquer, je dirais pas seulement l'open source, mais le logiciel libre, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, parce qu'il y a des systèmes open source qui ne sont pas du logiciel libre. Nous soutenons, nous, à Ars Industrialis, depuis l'origine, que le logiciel libre est une nouvelle matrice économique d'organisation du travail qui crée une valeur d'un nouveau type qui est extrêmement efficiente, d'une part, et qui, d'autre part, produit un processus que nous appelons de déprolétarisation. Moi, je suis un ancien marxiste. Quand je dis ancien, je suis toujours un lecteur de Marx et donc je me définis maintenant comme post-marxiste. Je considère que Marx est toujours la référence fondamentale pour penser ce qui se passe aujourd'hui, mais qu'il faut lire Marx avec le XXIe siècle et que Marx ne connaissait pas, et donc il faut apporter de nouveaux éléments, de nouveaux chapitres au sein de la théorie marxiste, y compris d'ailleurs, il faut soulever aussi les contradictions qu'il y a à l'intérieur du marxisme. Quoi qu'il en soit, ce que nous pensons, c'est que le développement du capitalisme industriel au début du XIXe siècle, ça a été un mouvement de prolétarisation, c'est-à-dire de privation des individus, des travailleurs d'abord, ensuite des consommateurs, et puis finalement maintenant aujourd'hui même des ingénieurs, des chercheurs, de leur savoir passant dans des machines, dans des dispositifs techniques. Et le marxisme classique a posé que c'était le prolétariat privé de savoir qui allait être la nouvelle force révolutionnaire. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous pensons qu'en fait, c'est au contraire les processus de déprolétarisation dont le logiciel libre est un cas tout à fait exemplaire, qui repose sur le fait que les individus, au contraire, développent des savoirs, les partagent, utilisent les machines pour augmenter leurs savoirs, qui sont véritablement porteurs d'un processus de transformation. Et nous soutenons également que le régime des intermittents du spectacle, qui est aujourd'hui d'ailleurs un objet de lutte en ce moment même, qui est menacé depuis 2003 régulièrement, est en fait un régime qu'il faudrait étendre à toutes les activités professionnelles, à toutes les activités économiques, à toutes les activités tout court, y compris non professionnelles, parce que l'automatisation qui est en train de se développer à très grande vitesse va détruire l'emploi massivement. Et nous pensons que, par contre, les activités des individus, les activités de travail hors emploi, sont productrices d'une très grande valeur, et que cette valeur, il faut trouver le moyen de la valoriser socialement, et selon des modèles qui ne sont donc plus les modèles classiques basés sur, disons, le Fordisme, le néo-Fordisme, mais sur une extension progressive de ce que nous appelons le revenu contributif. Le revenu contributif étant basé sur une économie contributive, qui n'est pas le revenu universel d'existence, que nous soutenons par ailleurs, mais qui vient s'ajouter à cette possibilité du revenu d'existence pour créer une nouvelle activité économique dynamique. Oui, parce que ce revenu d'existence, ou ce revenu minimum garanti, qui est d'ailleurs souvent en discussion et qui dans certains pays d'Europe, commence à être testé, on peut aussi voir qu'il peut être la source de nouvelles fortes précarités aussi. Donc là, il y a un vrai danger sur toutes ces discussions qui ont lieu autour de ces revenus minimum garantis. Comment, vous, de côté d'Ars Industrialis, vous travaillez pour que ça ne soit pas justement une source de nouvelles précarités? Alors d'abord, nous rappelons toujours que le premier à avoir posé cette possibilité comme inéluctable, c'était Milton Friedman, c'est-à-dire le théoricien le plus ultralibéral de l'économie, et que par conséquent, il faut être bien conscient du fait que si Milton Friedman a soutenu ce point de vue, c'est qu'il présente un certain nombre d'avantages qui ne sont pas forcément autre chose en effet qu'une extension de la précarité. Mais cela dit, depuis, je ne sais plus exactement, 2008, je crois, nous avons signé à Ars Industrialis, en tant qu'Ars Industrialis, un appel à la généralisation d'un revenu minimum d'existence, mais en disant que ce n'était pas du tout suffisant et qu'il fallait en fait garantir la possibilité pour les individus d'augmenter ce que Amartya Sen, qui est un économiste que nous lisons beaucoup, appelle leur capacité. Et justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que dans votre pensée, on voit que l'individu extrait du système, extrait de la machine et recentré. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette capacité? Qu'est-ce que c'est une compatibilité de l'individu, justement? Alors, c'est pas seulement l'individu, c'est l'individu dans le groupe. C'est un individu qui vit dans des groupes. C'est-à-dire que c'est une société. En fait, Amartya Sen a développé ce point de vue au début des années 70, dans un contexte d'études d'économie, puisque c'est un économiste, de la situation d'extrême pauvreté du Bangladesh. Et il est spécialiste en fait des économies de famine. Et ce qu'il a mis en évidence, je crois que c'était en 1972, c'était une donnée factuelle et très très stupéfiante, qui était que les Bangladais avaient une espérance de vie plus élevée que les habitants d'Harlem. Et qu'en fait, non seulement leur espérance de vie était meilleure,
mais que quand il est allé voir de plus près, parce qu'il essayait de comprendre pourquoi ils avaient une meilleure espérance de vie, alors qu'à Harlem, il y a des hôpitaux, il y a des médecins, il y a des écoles, il y a tout ce qu'on veut, il y a la justice, etc. Enfin, la justice, disons, une organisation publique qui, en principe, garantit des droits. Au Bangladesh, ce n'était pas le cas. Et en fait, les Bangladais avaient une espérance de vie meilleure. Et il s'est aperçu que c'était le cas parce qu'ils développaient ce qu'il appelle des capacités ou des capabilités. Et ces capacités, ce ne sont pas simplement des capacités individuelles. Ça pourrait se rapporter à ce qu'on appelle l'empowerment. Mais ce sont des savoirs, en fait, des savoirs, c'est-à-dire des capacités collectives qui sont ce que nous appelons, nous, des savoir-vivre, des savoir-faire et des savoirs conceptuels. Justement, on parlait aussi de la question de la contribution. Là, par exemple, sur la place de la République, il y a des hôpitaux debout. Il y a notamment une infirmerie qui vient souvent ici. Et ce qu'on a pu remarquer, et ce qu'on remarque, c'est que souvent, ce que viennent exprimer les différentes personnes ici, c'est que leur milieu de travail est détruit. Que le problème, c'est qu'ils n'ont plus de sens de leur travail parce qu'il est détruit. Donc on a le sentiment que ce sont les milieux mêmes qui sont détruits et ce qui vient entraver la possibilité d'un travail ensemble, justement d'une intelligence collective. Est-ce que ça, vous pouvez nous parler un petit peu de cette destruction des milieux? Parce que là aussi, je crois que c'est un sujet de travail d'Ars Industrialis. Oui, en effet. En fait, cette destruction des milieux de travail, elle est liée à l'automatisation, à la procéduralisation, à la soumission à des standards industriels, qui sont des standards qui, en fait, progressivement, font que toutes les décisions sont prises par les machines, par les systèmes et pas par les individus. Et les individus, du coup, sont de moins en moins des individus, de plus en plus des serviteurs du dispositif. Dans les hôpitaux, par exemple, c'est extrêmement frappant, et c'est particulièrement frappant parce que les infirmières ou les médecins même, enfin, j'en rencontre beaucoup dans ce domaine, voilà, ils disent qu'ils ne sont plus du tout au service des malades, mais au service des procédures. Ils respectent des procédures pour respecter des chiffres, en fait, pour respecter des objectifs. Et ça, c'est une catastrophe. Et on ne fait plus confiance à leur savoir-faire, du coup. Non, mais on n'en veut pas de leur savoir-faire. En fait, on essaye de... Je ne veux pas dire que c'est délibérément une volonté de détruire leur savoir-faire, mais le résultat est là. Et ça, c'est une catastrophe. Pourquoi? Pour une raison il est très important d'insister sur ce point, qui est que là, il faut parler un tout petit peu de sciences du 19e et du 20e siècle. Ce que produit la standardisation, c'est ce que, depuis le 19e siècle, en thermodynamique, on appelle de l'entropie. Qu'est-ce que c'est que l'entropie? Au départ, en théorie physique, l'entropie, c'est ce qui a mis en évidence que tous les dispositifs physiques produisent une dissipation de l'énergie, et que cette dissipation de l'énergie, elle produit du désordre, c'est-à-dire de l'indifférenciation. En fait, cette théorie qui est apparue en 1824 en France, puis en 1865 en Allemagne, a été confirmée en astrophysique en 1924 par Hubble, l'astrophysicien, qui a montré que l'univers était en expansion et que c'est dans son expansion, l'univers consiste dans une dissipation de l'énergie qui conduit vers l'indifférenciation de l'univers, c'est-à-dire la destruction de l'ordre, voilà, de l'ordre cosmique par exemple. Et ce qui est important d'ajouter, c'est qu'en 1944, un physicien très connu, Schrödinger, a montré que le vivant, en fait, se définit par sa capacité à lutter contre l'entropie, à renverser le processus anthropique, à produire de la négantropie. Maintenant, que se passe-t-il dans ce qu'on appelle l'anthropocène? L'anthropocène, c'est une expression qui a été produite en 2000 par un chimiste, prix Nobel de chimie qui s'appelle Crutzen, et qui consiste à désigner une période géologique, une ère géologique, celle dans laquelle nous vivons, et qui est dominée par l'anthropos, c'est-à-dire par l'être humain, en tant qu'il est devenu le principal facteur de transformation de la biosphère. Donc en somme, il faudrait qu'en fait, l'être humain se remette en capacité de créer, de construire et de ne plus être privé de cette capacité de construction et de donner du sens par le système. En fait, il faut que l'être humain puisse reproduire de la négantropie. J'insiste sur ce point parce que ce sont des termes un peu formels et complexes, mais il est très important d'avoir des concepts rigoureux pour produire le futur, pour inventer l'avenir. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est ce qui augmente l'entropie. Et cette augmentation de l'entropie a été produite par la standardisation, c'est-à-dire par la prolétarisation. Et donc aujourd'hui, ce que nous soutenons à Ars Industrialis, c'est qu'il faut rentrer dans le néganthropocène. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans une époque où l'économie mondiale serait basée sur l'augmentation de la négantropie et non pas de l'entropie, et que la valeur soit donnée à la négantropie et que l'entropie soit dévaluée. Et comment est-ce qu'on fait? Bien, comment est-ce qu'on fait? On fait en produisant une économie de la contribution,
qui consiste fondamentalement à valoriser ce qui est producteur d'avenir, c'est-à-dire ce qui augmente l'espérance de vie de l'humanité à long terme. C'est ce que nous sommes en train d'essayer de mettre en place en ce moment à Plaine Commune, dans le département de la Seine-Saint-Denis, avec une communauté de communes de 9 communes, donc 400 000 habitants, où nous sommes en train de mettre en place un dispositif d'expérimentation territoriale. C'est dans la loi française, on a le droit, les territoires ont le droit de produire de l'expérimentation. Et nous sommes en train de mettre en place un dispositif qui consiste à progressivement attribuer un revenu contributif qui repose sur qui vise à créer une économie contributive qui valorise cette négantropie. Mais nous le faisons également en nous appuyant sur ce qu'on appelle une chaire de recherche contributive. Nous le faisons avec l'Université Paris 8 et l'Université Paris 13. Et dans un but qui est de progressivement mettre en place véritablement des économistes, des juristes, des ingénieurs, des mathématiciens, des spécialistes de physique, de biologie, qui accompagnent ce processus de transformation pour transformer progressivement toute l'activité publique et l'activité économique locale. Là, il y a cet exemple effectivement en Plaine Commune, ça a l'air effectivement riche. En même temps, par exemple, ce mouvement dit aussi de la difficulté aujourd'hui de construire des vrais projets avec, disons, ceux qui nous gouvernent, avec les élus du territoire. On a le sentiment que de ce côté-là, il y a une énorme bêtise, ou en tout cas une énorme volonté de ne pas changer les choses. Vous, je sais que vous renoncez pas au dialogue. Moi, je crois que les individus, que nous sommes tous, qui que nous soyons, habités par des contradictions. La bêtise, nous y sommes malheureusement tous exposés, qui que nous soyons. Il n'y a pas que le président de la République ou je ne sais qui est soumis à cela. Nous sommes tous. Et ce que nous pensons, c'est qu'il est possible de faire fonctionner la raison. La raison au sens courant du terme. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les gens qui ont les yeux un petit peu ouverts et qui connaissent les travaux qui se font depuis quelques années savent que, ce que je disais en commençant notre discussion, l'emploi va s'effondrer. Parce que l'automatisation est en train de se développer à très grande vitesse. Et donc, d'ici à 20 ans, par exemple, si on écoute les gens d'Oxford, 50% des emplois sont menacés de disparaître. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a 50% du pouvoir d'achat qui disparaît et que par conséquent, il n'y a plus de pouvoir. S'il n'y a plus de pouvoir d'achat, il n'y a plus de vente. À partir de là, la question qui se pose à n'importe quelle personne rationnelle, même si c'est un patron du CAC 40, c'est de dire qu'il faut qu'on redistribue. C'est d'ailleurs pour ça que le revenu universel d'existence se développe. Mais le revenu universel d'existence, c'est totalement insuffisant. Combien on va donner aux gens? Aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est 400 €. Moi, je considère qu'à moins de 2 000 € on ne peut pas vivre de toute façon dans une ville. Mais par ailleurs, il est très important que des gens puissent gagner 3, 4, 5, 6 000 €. Et c'est là que le revenu contributif est très intéressant parce qu'il permet de faire une redistribution qui va valoriser une nouvelle valeur qui est la négantropie. La négantropie, c'est très important parce que c'est ce qui fait que, par exemple, on nous annonce que d'ici à 50 ans, le changement climatique peut conduire à la 6e extinction de masse, pas seulement le changement climatique. Et à partir de là, la vraie question, c'est comment on est capable de produire une valeur qui va faire qu'il y aura encore une humanité dans un siècle, dans 2 siècles. Eh bien justement, nous allons réfléchir à cette question. On se retrouve. Donc voilà. Donc comment est-ce qu'on est capable de faire en sorte de fonder des valeurs d'humanité? Alors nous avons 2 nouvelles personnes qui nous ont rejointes à la table et qui peut-être ont une réponse à cette grande question profonde. Non voilà, donc je suis maintenant avec Thomas et Quentin, qui se promenait tout à l'heure sur la place avec un carton sur lequel il était écrit qu'il était prêt à discuter avec qui voulait des LuxLeaks. Donc, eh bien voilà, on s'est dit que peut-être qu'on pouvait venir en discuter avec vous et Bernard Stiegler. Donc, qu'est-ce que c'est que ces LuxLeaks ? Alors, le LuxLeaks, c'est une affaire qui a été révélée en novembre 2014. Et donc, on y a appris, entre autres, qu'un certain nombre de grandes entreprises multinationales passaient des accords fiscaux avec l'État du Luxembourg qui leur permettaient de payer des taux d'imposition dérisoires de type 2%, 3%, etc. Et que ces systèmes-là étaient organisés par un cabinet d'audit qui s'appelle PwC. Et donc le LuxLeaks, ce sont des lanceurs d'alerte qui ont mis ces documents a priori secrets
et qui, pour l'État du Luxembourg, devaient le rester. Ils les ont mis sur la place publique pour provoquer le débat et qu'on parle enfin plus d'évasion fiscale. D'accord, mais justement c'est intéressant là parce que on voit bien que ce sont les lanceurs, on en a beaucoup entendu parler avec les Panama Leaks récemment, que ce sont les lanceurs d'alerte qui permettent de mettre à jour tous ces scandales fiscaux. Et ces lanceurs d'alerte, est-ce qu'ils font partie selon vous de justement cette société de contribution, c'est-à-dire que chacun se met au service de l'invention d'une société? Je ne dirais pas qu'ils font partie de la société de contribution parce que cette société, elle est à construire. Bon. Mais par contre, je dirais volontiers qu'ils contribuent effectivement à la possibilité de la faire émerger, c'est-à-dire de faire apparaître les comportements totalement irrationnels et anticiviques en fait, qui sont provoqués par un capitalisme qui tend à devenir mafieux. Évidemment que les lanceurs d'alerte sont ici extrêmement importants et qu'il faut absolument les défendre. Il y a en ce moment, comme vous le savez, une directive qui est en train de s'être élaborée au niveau européen, qui est extrêmement dangereuse et sur laquelle il faut se mobiliser parce qu'elle elle pénalise. Les lanceurs d'alerte sont déjà très pénalisés, mais elle conduit à une pénalisation encore plus grande. C'est extrêmement grave. Et ça, c'est véritablement une destruction de la démocratie politique, mais aussi de la démocratie économique. Mais peut-être que vous pouvez nous en parler, vous, de cette pénalisation des lanceurs d'alerte et de comment est-ce que la justice réagit à ces fuites. Alors, les lanceurs d'alerte sont déjà pénalisés parce que souvent ils ont plus ou moins sacrifié leur vie. Ils risquent énormément en mettant ces sujets qui avaient vocation à rester secrets sur la place publique. Le fait est que, au lieu d'avoir toute la reconnaissance qu'ils devraient obtenir, puisqu'ils vont dans le sens de l'intérêt général, le fait est qu'aujourd'hui ils ne sont pas protégés. Et non seulement ils ne sont pas protégés, et en plus on renforce à l'encontre de cela, on renforce des logiques de secret des affaires, etc. Totalement à l'encontre du bon sens. Et comment est-ce que ça s'est poursuivi justement cette affaire des LuxLeaks ? Bonjour, donc effectivement aujourd'hui c'est une date un peu particulière puisque ce matin a débuté le procès d'Antoine Deltour. Donc Antoine Deltour, c'est cet ancien salarié de PwC qui a mis ses documents sur la place publique et il se trouve qu'aujourd'hui il est poursuivi à la fois par son ancien employeur, donc PwC, et par le Luxembourg pour atteinte au secret des affaires. Alors c'est pas le chef d'inculpation exact, mais l'idée derrière c'est ça. Et du coup ce matin on a eu cette scène extrêmement ironique où cet ancien employé qui a mis entre parenthèses sa vie tranquille, si on peut dire, pour défendre l'intérêt public, était sur le banc des accusés et devait répondre de chef d'accusation devant son ancien employeur qui s'estimait lésé. Donc il risque jusqu'à 10 ans de prison et plus d'1 million d'euros de dommages et intérêts, donc c'est quand même une somme assez ronde et un nombre d'années assez conséquent pour avoir mis sur la place publique des informations qui relèvent de l'intérêt général finalement et qui relèvent de l'accès à l'information pour les citoyens de manière à avoir une idée du débat économique en cours beaucoup plus précise. C'est l'occasion aussi de rebondir sur cette question des données. Là aussi, c'est un sujet que vous travaillez énormément, cette question des données. C'est double enjeu parce qu'à la fois, effectivement, c'est la possibilité que tout le monde se saisisse de ces données pour, disons, les enrichir d'une certaine manière, les traiter, de les analyser. Et en même temps, c'est toute une problématique de toutes ces données qui circulent et la protection des données. Il y a des affaires sur des lanceurs d'alerte. Par exemple, c'était le cas par rapport à Schloden. Il avait récupéré un certain nombre de données, mais parmi ces données qu'il avait récupérées et données aux journalistes, il y avait des données qui étaient des données véritablement problématiques, c'est-à-dire sur lesquelles il fallait faire le tri entre des données que les journalistes pouvaient communiquer, de données qu'ils ne pouvaient pas communiquer parce que c'était véritablement des données problématiques pour la sécurité nationale, par exemple. Donc c'est la question du tri des données. Et ça, c'est un vrai enjeu, cette question des données, comment elles circulent, comment elles sont analysées, comment elles sont prises en compte, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? En fait, je crois qu'il faudrait une vraie politique de ce qu'on appelle les data. Qu'est-ce que c'est que les data ? C'est ce qui constitue un nouveau... alors, c'est une nouvelle matière de ce qu'on appelle la data économie, mais c'est aussi ce qui constitue le nouveau débat public, le nouvel espace public, puisqu'elles sont produites par des dispositifs de publication numérique. Aujourd'hui, nous ne vivons plus à l'époque de l'imprimerie ou à l'époque de l'écriture alphabétique comme à l'époque de la Grèce. Nous vivons à l'époque des technologies numériques, donc de l'écriture numérique, et il faudrait réélaborer complètement une politique
de l'espace public qui redéfinirait en fait les conditions de production des données, de leur traitement, etc. C'est un changement énorme qu'il faudrait réaliser. À l'IRI, parce que je suis aussi directeur d'un institut qui s'appelle l'Institut de recherche et d'innovation, nous avons organisé à la fin de l'année dernière au Centre Pompidou un débat sur la requalification du web, du World Wide Web. Le web au départ a été fait pour créer des communautés de partage et de traitement et d'analyse et d'interprétation de données. Et progressivement, au départ, il fonctionnait vraiment comme ça. Et progressivement, il était réapproprié par ce qu'on appelle aujourd'hui la data economy, donc. Et aujourd'hui, le web est devenu une espèce de machine à capter des données par rapport auxquelles on n'est plus du tout actif. Et ce que nous soutenons, nous, à l'IRI, c'est qu'il faut repenser le web dans son architecture même, et que ça suppose aussi, par exemple, que l'Europe, la France, les pays de l'Europe produisent une vraie politique de tout cela, qui aujourd'hui, il n'y a aucune politique de ce type. Tout est laissé à une initiative purement économique, ce qui est une grave erreur et c'est extrêmement dangereux. Oui, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est cette notion de pouvoir et de contrôle, donc d'informations qui sont laissées à la disposition donc, des plus puissants. Et justement, vous expliquez tout à l'heure que le lanceur d'alerte qui était aujourd'hui traduit en justice était aussi attaqué par le Luxembourg. Donc c'est-à-dire qu'il est face à un État qui lui fait des reproches sur la diffusion de ces données. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Alors exactement, donc, le Luxembourg est un État qui se nourrit de cette opacité, et donc qui a installé un système qui lui permet de prendre les richesses de ses voisins pour se nourrir lui-même. Donc l'État du Luxembourg n'a pas intérêt à se voir multiplier les initiatives de ces lanceurs d'alerte qui remettent en question ce modèle. Et donc aujourd'hui Antoine Deltour, le gros problème c'est qu'il est face à un État. Un État légitimement élu, démocratique, etc. Juste pour continuer sur ce sujet, c'est que c'est là qu'on voit l'hypocrisie de ce genre de process, c'est-à-dire que les initiatives aujourd'hui sur la lutte contre l'évasion fiscale des grandes entreprises se nourrissent de ces lanceurs d'alerte. Si on a pu avancer à certains niveaux sur l'évasion fiscale, c'est parce qu'on a eu des scandales qui ont été révélés chez les banques, HSBC, UBS, etc. À chaque fois, c'était des personnes en interne qui ont parlé. Et on s'aperçoit de l'autre côté que les gens qui aident à faire avancer le système ne sont pas du tout protégés et sont laissés aux oubliettes. Bernard Stiegler, qu'est-ce que peut apporter par exemple les lanceurs d'alerte pour vous, pour votre travail, justement par rapport à Ars Industrialis, quel rôle ils peuvent avoir ? Nous, ils nous nourrissent bien entendu depuis le début. Ils sont fondamentaux pour tous les gens qui cherchent à mener une action collective et citoyenne, disons. Même si c'est pas toujours simple, comme vous le disiez tout à l'heure, parfois révéler des données diplomatiques qui sont faites pour éviter des guerres, ça peut créer des guerres. Donc c'est pas un problème simple du tout. Il ne faut pas être angélique ou naïf sur ces questions-là. Ce sont des sujets très très complexes et qui méritent d'être vraiment analysés très précisément. Quoi qu'il en soit, nous pensons que ce qui se produit à travers d'abord ces comportements assez exemplaires, extrêmement risqués, que ce soit ceux de Julian Assange, dont on fêtera, si j'ose dire, on commémorera le 4e année de, c'est pas une incarcération, mais une quasi-incarcération à l'ambassade de l'Équateur à Londres, ce sera le 19 juin prochain. Snowden, qui est également dans des conditions extrêmement compliquées, et beaucoup d'autres, Deltour, dont vous venez de parler, etc., qui sont menacés gravement, et tous sont menacés, tous. C'est quelque chose d'absolument incroyable, mais outre le caractère scandaleux de la situation qu'il faut dénoncer, qu'il faut analyser, etc., tout ça est symptomatique de quelque chose, qui est les extrêmes contradictions dans lesquelles se trouve le système dans lequel nous sommes.
Quand des gens, il y en a d'autres, des lanceurs d'alerte par exemple, cette personne, j'arrive plus à retrouver son nom, qui a dénoncé ce qui se passait avec l'affaire Servier et les médicaments qui étaient en fait extrêmement toxiques. Moi-même, j'ai connu une personne d'ailleurs qui est membre d'Ars Industrialis, je ne peux pas donner son nom, qui a dû quitter un laboratoire parce qu'elle refusait de signer des autorisations de mise sur le marché en tant que toxicologue en disant mais vous n'avez pas le droit de mettre ça en ligne. Bon, elle s'est fait virer, elle a été persécutée en plus. Tout ça, ce sont des faits qui sont produits par un système qui est pourri de contradictions et qui est un système qui ne peut plus fonctionner comme il le fait parce qu'il est censé produire de la valeur et cette valeur en réalité est toxique. Elle est toxique en produisant par exemple du détournement de capitaux pour ne pas payer des impôts. Elle est toxique en transformant des médicaments en poison. Elle est toxique de 10 000 manières. Et en fait, c'est l'ensemble du système qui est devenu un système producteur de toxicité et qu'il faut transformer en profondeur. Et ça suppose un changement économique d'ensemble. Alors, nous allons faire une petite pause parce que nous avons tout de suite en direct Antoine qui est au théâtre de Lille avec les intermittents. Est-ce que tu m'entends, Antoine ? Oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu es et ce que tu fais ? Écoutez, je suis sur la grande place de Lille, devant le théâtre du Nord, qui est toujours... On t'entend très très mal, Antoine. Est-ce que tu peux te mettre dans un endroit peut-être où tu es sûr de bien capter, parler lentement ? Pourtant, je suis dans... Oui, alors, vas-y. Raconte-nous. Où est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu fais ? Oui, alors du coup, est-ce que vous m'entendez ? Je suis sur la grande place de Lille. C'est très bien. Et du coup, cette grande place de Lille est celle du Théâtre du Nord. Au Théâtre du Nord, un théâtre public, un CDN, Centre Artistique National, qui est occupé depuis hier midi. Nuit et jour. Ouais, hier midi, nuit et jour. Il est occupé par qui ? Par les interluttants 59-62. D'accord. Les interluttants et qui ont invité avec eux la Nuit debout et les étudiants en lutte contre la loi du travail El Khomri. D'accord, donc vous êtes là depuis hier matin et... Hier midi, ouais. Hier midi. Et vous allez rester combien de temps encore ? Et combien de personnes ? Et là, en ce moment, à l'heure où je parle, il y a une AG de debout, interluttants, tout réunis qui se termine. Et on était un peu plus d'une centaine, 150. Après, occupé durant la journée, on soit une trentaine à gérer une occupation. Avec des gens qui viennent et qui partent. Donc on est une centaine à tout à organiser. Et on a plusieurs centaines, on est en lien avec... on va te rappeler plus tard parce que là on t'entend très très mal. Merci Antoine. C'est donc une occupation qui a lieu en ce moment à Lille, dans un théâtre. Je rappelle que le théâtre de l'Odéon est lui aussi occupé et qu'il y a une action en ce moment à la Comédie Française. Bernard Stiegler, à vous entendre tout à l'heure, cette société toxique aussi, on a le sentiment qu'elle va être de plus en plus répressive. C'est le sentiment que nous avons et on a le sentiment aussi que du coup, à cette société de plus en plus répressive, va répondre aussi une violence de plus en plus importante. Pour certains, occuper un théâtre, c'est déjà un acte de violence. Mais on peut voir qu'il y a de plus en plus aussi la question, par exemple, dans certains chantiers, comme à Notre-Dame-des-Landes, de bloquer les chantiers, voire de les saboter aussi. Voilà, comment vous percevez cette montée comme ça, ou cette surenchère, répression, violence possible ? Je pense que malheureusement, oui, on va certainement au-devant de conflits sociaux qui peuvent devenir de plus en plus violents, et pas forcément des conflits sociaux comme on les souhaite. Ça peut être aussi des réactions très 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 droitières, populistes, populaires et droitières. Ça peut être des réactions, comme on l'a vu l'année dernière, qui se réfèrent par exemple au djihadisme. Tous ces sujets sont évidemment très complexes, il faudrait en parler plus tranquillement. Mais quoi qu'il en soit, ce que je pense, moi, c'est que nous sommes en train de vivre un processus de mutation. Et ce que nous essayons de faire, nous, à Ars Industrialis, c'est d'ouvrir des perspectives à moyen et long terme qui soient, qui permettent d'éviter des conflits trop violents. Voilà. Et qui permettent d'ouvrir... Parce que pourquoi est-ce qu'il y a de la violence ? C'est parce qu'il n'y a pas de perspective. Et soit il n'y a pas de perspective parce que des gens s'y opposent
parce qu'ils gagnent de l'argent en spoliant les autres, etc., en fraudant, etc. Bon. Mais aussi parce que nous n'avons pas su produire des perspectives nouvelles. Et nous pensons qu'il est de notre responsabilité à nous les citoyens, qui que nous soyons, aujourd'hui de nous mettre à travailler pour ouvrir des perspectives. Au-delà, évidemment, de tout ce qui se passe à travers, par exemple, la fraude fiscale et tant d'autres choses, la toxicité dont je parlais tout à l'heure des médicaments, bon, qui sont des états de fait, qui se généralisent de plus en plus, c'est ce que j'appelle moi le capitalisme mafieux. Mais par ailleurs, il ne faut pas simplement reprocher aux autres d'être responsables de tout. Nous sommes aussi responsables de ne pas ouvrir des perspectives nouvelles. Et si nous ouvrions des perspectives nouvelles, il y aurait des mouvements populaires beaucoup plus positifs, il y aurait des conflits sociaux qui se mèneraient, mais qui deviendraient victorieux. Et donc nous pensons qu'il est fondamental aujourd'hui d'élaborer dans le moyen et dans le long terme, de vraies perspectives, et qu'il y a pour ça de véritables possibilités. Parce que, voilà, je reprends ce que je disais tout à l'heure, de toute façon, si effectivement, par exemple, on croit ce que dit Oxford, il y aura 50% des emplois qui seront automatisés à échéance d'une vingtaine d'années dans les grands pays industriels. Il faudra bien qu'il y ait une redistribution. Et donc, si nous ne nous occupons pas de produire une rationalité qui permette de proposer une redistribution qui produise de nouvelles formes de richesse, et des nouvelles formes de richesse qui ne sont pas forcément augmenter le CO2, mais augmenter la qualité de la vie, développer la capacitation des individus, comme ce que disait Amartya Sen au Bangladesh. Si nous ne le faisons pas, ça ne se fera pas. Donc c'est notre responsabilité, ça. Justement, on voit ici, donc, depuis maintenant combien de jours que Nuit debout a commencé à République, des personnes qui viennent justement ouvrir de nouvelles perspectives. Alors c'est sûr que parfois c'est maladroit, c'est sûr que parfois ça peut paraître utopiste, mais il en reste que chacun vient avec un sujet pour lequel il se sent possiblement actif et qui lui tient à cœur. Et justement, moi j'aimerais peut-être avoir votre témoignage. Qu'est-ce qui fait qu'on vient un soir avec un carton avec marqué « Je veux parler du LuxLeaks » sur la place de la République? Mais finalement, un mouvement comme Nuit debout, c'est une réappropriation citoyenne des débats politiques, des débats économiques, des questions qui jusque-là étaient traitées dans le cadre des partis ou dans un cadre existant. Et tout cela, ça part aussi d'une volonté de convergence des luttes. Et pour qu'il y ait une convergence des luttes, il faut aussi une convergence des savoirs, des savoir-faire, une convergence de l'information. Et en tout cas, c'était de là que partait un peu notre mini-initiative de dire si les informations ne sont pas dans le domaine public, on ne peut pas parler de ce sujet. Donc le sujet de LuxLeaks en particulier, mais une myriade de sujets, comme vous le mentionnez plus tôt, sur les laboratoires pharmaceutiques, mais également dans d'autres cas où des lanceurs d'alerte ont leur vie menacée. En Amazonie, par exemple, il y a une activiste qui s'appelle Berta Cáceres qui a été assassinée il y a environ un mois parce qu'elle s'opposait à la mise en place d'un barrage sur l'Amazonie. Donc c'est tout simplement cette circulation de l'information, cette circulation de la connaissance qui sera à la base d'une discussion entre les citoyens. En tout cas, mais cette parole citoyenne qui s'exprime ici, place de la République, et puis dans plein d'autres lieux partout en France, elle s'exprime aussi souvent, disons, en opposition de la parole des experts. On sent qu'il y a une sorte de ras-le-bol de cette parole des experts, soit parce que c'est toujours les mêmes experts qui parlent, soit aussi parce qu'il y a le sentiment que cette parole experte, d'une certaine manière, rapte la possibilité de pouvoir s'emparer des sujets. Bernard Stiegler, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se joue justement comme volonté d'en finir avec la parole des experts? D'abord, souvent les experts ne sont experts de rien du tout, hein. C'est quand même une chose très importante de dire. Moi, je refuse. Par exemple, ça m'est arrivé qu'on dise que j'étais expert parce que voilà, je travaille sur le numérique. Et je dis non, je suis pas du tout un expert. J'essaye de développer des savoirs. C'est pas du tout la même chose. Ce que je crois, c'est que en fait, les savoirs sont en crise aujourd'hui. Ils sont gravement en crise pour toutes sortes de raisons. D'abord pour des raisons de fond qui sont liées à des très grandes transformations des objets des savoirs, des objets de la sociologie, de la physique, des mathématiques même. Hein. Il y a dans absolument tous les domaines. Et que d'autre part, il y a une crise fondamentale de la production des savoirs et des institutions de savoir. Aujourd'hui, enfin, je reviens à ce que je disais tout à l'heure de la Seine-Saint-Denis. Nous sommes en train d'essayer de mettre en place en Seine-Saint-Denis ce que nous appelons de la recherche contributive. La recherche contributive, ça s'appuie sur les modèles de ce qu'on appelait la recherche-action il y a une cinquantaine d'années aux États-Unis. Et ça utilise les technologies contributives, les technologies de l'information dont il parlait tout à l'heure,
pour pouvoir créer des communautés de savoir, ce que nous appelons des coopératives de savoir territoriales, qui articulent des travaux de fond, des thèses de mathématiques, de droit, d'économie, de philosophie, avec des expériences citoyennes, où là, il y a de vrais experts, parce que ça veut dire expert, ça veut dire avoir de l'expérience. Voilà. Et donc, les mères de famille ont des expériences, les ouvriers ont des expériences, tout le monde a une expérience en réalité. Et ce qui est très important, c'est d'articuler ces savoirs, disons, formalisés qui se produisent dans le monde académique, par exemple, avec les pratiques des gens et de faire que des communautés de savoir d'un nouveau genre se constituent. Et ça, c'est tout à fait possible aujourd'hui parce que ces technologies dont nous parlons ont véritablement des potentialités absolument extraordinaires pour faire cela. Voilà. Oui, en fait, c'est comment nous pouvons devenir des commoners, d'une certaine manière. Hein. Oui, effectivement. D'ailleurs, nous travaillons avec Benjamin Coria sur ces questions, puisque ce que j'appelais tout à l'heure l'économie contributive, c'est une économie des communs, bien entendu. Hein. Une économie qui repose sur quoi? Comme toutes les économies de commons, sur les savoirs. Ce que Elinor Ostrom a montré, en travaillant sur les économies amérindiennes, c'est que en fait, ces économies-là sont basées sur des savoirs partagés. Et donc, ce qu'on trouve chez les Indiens, dans le logiciel libre, ou ce qu'on veut implanter en pleine commune, c'est tout à fait sur cette base-là. Maintenant, il ne faut pas être anti-institutionnel. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de dire on va bazarder les thèses, les travaux de recherche fondamentale, etc. Non, il faut articuler toutes ces choses-là pour faire en sorte qu'elles ne soient plus mises au service simplement de l'activité économique qu'on décrivait tout à l'heure et qui est très toxique, et que ça soit mis au service au contraire de la production de nouvelles possibilités et de nouvelles sources d'espoir aussi, parce que ce qui est frappant dans la société d'aujourd'hui, c'est quand même la domination du désespoir. Même s'il y a de l'espoir sur cette place de la République, c'est sur un fond de désespoir généralisé, et ça c'est extrêmement dangereux. Parce que nous ne sommes pas encore tout à fait désespérés, nous allons tout de suite peut-être écouter ce que nous dit la publicité de Radio Debout. Tendinite du poignet et de l'épaule pour cause de signes bizarroïdes répétitifs, douleurs fessières, dorsales, infections pulmonaires et urinaires, constipation, mal de crâne, votre corps se désolidarise du mouvement. C'est pourquoi Fluctuate Neck Mergitur Robotics a créé pour vous Robobo, le premier robot qui se rend à votre place sur les lieux où que c'est que ça se passe. Imposant avec ses 130 kg, maîtrisant parfaitement la gestuelle locale et les codes de prise de parole, doté de haut-parleurs stéréo de 600 watts, relié à une base de données morpho-encyclopédique de 16 teraoctets extensibles, Robobo est capable de prendre la parole à propos de tout et n'importe quoi. Robobo est livré avec les packs social libéral, social libertaire, social traître, antisocial, écologiste décroissant, républicain des pains au chocolat et black bloc. Mais vous pouvez télécharger de nombreux autres profils lors de l'installation. Dans tous les cas, le minuteur intelligent intégré vous permettra de paramétrer à distance un discours logique avec un début, un milieu et une fin parfaitement argumentés sur une durée de 1 minute et 59 secondes. Et bien sûr, le mode action vous permettra de vandaliser des vitrines selon des filtres thématiques avec un taux de bruit supérieur à 90% sans aucun risque de vous blesser ni de vous faire interpeller. Fini les coupures, les douleurs, les virus et les longues séances à poireauter le cul trempé sur l'asphalte. Militez confortablement depuis chez vous. Commandez dès maintenant votre Robobo en appelant le 08 36 12 12 12. À partir de 99 € par mois, voire offres et conditions sur robobo.com. Radio Debout. Voilà, c'est du futur proche, ce robot, Bernard, c'est du futur proche. Hein. Bah oui, on y est déjà. Hein. Oui. Mais en écoutant cette publicité, je pensais à ces articles de presse, et c'est le cas aux États-Unis. Vous savez qu'il y a des articles de presse, notamment sur les comptes rendus de la bourse et les comptes rendus sportifs, qui sont en fait écrits par des robots. Et je me disais, mais est-ce que ce n'est pas parce que les journalistes se sont mis à écrire comme des robots que finalement ils ont pu être remplacés par des robots? Il me semble pas que c'est inéluctable ce remplacement par les robots. C'est aussi parce qu'on se met à écrire comme des robots qu'on peut être écrit par des robots. Bah oui, d'ailleurs, c'est ce que disent les rapports dont je parlais tout à l'heure, c'est que l'emploi est automatisable dans la mesure où les gens employés ont été totalement standardisés, ont été eux-mêmes réduits pratiquement au statut de robot. Maintenant, il ne faut pas rejeter l'automatisation forcément. Ce que nous disons, nous, c'est que l'automatisation, ça peut être tout à fait fructueux socialement, parce que ça permet de gagner du temps et de donner du temps à des individus pour qu'eux puissent désautomatiser l'automatisme, si je puis dire. Je vais donner un exemple pour préciser ma pensée. Tout le monde se sert de Wikipédia un petit peu. Moi, je m'en sers souvent.
Beaucoup d'universitaires ne veulent pas le dire qu'ils s'en servent parce que ça fait un peu prolo, quoi, de se servir de Wikipédia. Moi, je pense que Wikipédia, tout le monde s'en sert de plus en plus parce que c'est la meilleure encyclopédie au monde en réalité. C'est celle où il y a moins de fautes et où il y a le plus d'articles. Elle est produite par une communauté de 800 000 contributeurs constants, des millions d'occasionnels et des dizaines de millions épisodiques. Et pourquoi est-ce que c'est rendu possible ça? C'est parce qu'il y a des robots. On les appelle des bots, ce sont des robots logiques qui permettent la contribution, la coopération entre les individus. C'est-à-dire que les robots ont été mis au service de la coopération. Donc la robotisation n'est pas du tout nécessairement une chose négative, elle l'est quand elle est mise au service de la pure captation de plus-value sur le dos des individus. Et par ailleurs, dans ce cas-là, elle devient totalement irrationnelle parce qu'elle détruit le système économique. En fait, ce qui est important, c'est la notion de conscience du savoir. C'est-à-dire quand on sait que les robots écrivent Wikipédia, on sait, comme dans vos ateliers d'éducation populaire, que chacun possède un savoir en soi. C'est-à-dire que pour construire, il faut avoir conscience de ce qu'on est capable de construire et avec quoi est-ce qu'on interagit. En fait, j'ai pas dit que les robots écrivaient Wikipédia. J'ai dit que les robots permettaient aux gens qui travaillent ensemble de travailler ensemble. C'est pas les robots qui écrivent Wikipédia. À la différence des tribunes dont parlait Emmanuel tout à l'heure, ça oui, ce sont des robots qui produisent des rubriques. D'ailleurs, Le Monde l'a fait pour les cantonales il y a 2 ans en France, et c'est en train de se généraliser. Il ne faut pas se faire d'illusions par rapport à cela. La question, c'est bon, il faudrait prendre du temps pour. Qu'est-ce que permettent de faire les robots? Ils permettent de faire de l'analyse algorithmique extensive. Et ça développe ce que Emmanuel Kant appelait l'entendement, qui est une faculté analytique. Quand on confie, par exemple, en tant que mathématicien à un ordinateur la résolution d'un certain nombre d'équations, etc., on confie à un entendement automatisé un travail qu'on ne va pas faire soi-même. Mais ça peut donner du temps pour fonctionner pour faire fonctionner sa raison, comme disait Kant, c'est-à-dire pour faire fonctionner les processus d'interprétation qui sont le vrai travail scientifique. Donc ce qui est important, c'est de concevoir une réorganisation du travail qui permette de rendre aux individus de vraies possibilités de travailler. Nous avons soutenu à Ars Industrialis qu'il faut aujourd'hui différencier le travail et l'emploi. Ce qui est produit par l'emploi, c'est ce qui est standardisable et robotisable. Le travail, c'est ce qui n'est pas remplaçable par des robots. Et aujourd'hui, il faut revaloriser le travail dans ce sens-là. Et il y a énormément de gens qui travaillent. Moi, je m'appuie beaucoup dans les travaux que nous avons faits pour valoriser les intermittents du spectacle, sur les travaux que Maurizio Lazzarato et Antonella Corsani avaient fait sur ce que c'est que le travail d'un intermittent du spectacle. En fait, qu'un intermittent du spectacle, il travaille quand il n'est pas employé. Parce que c'est là qu'il crée, qu'il fabrique son personnage ou sa mise en scène, ou qu'il réfléchit. Ensuite, quand il est employé, bon, il réalise la chose, mais le travail se fait hors emploi. Et c'est ça qui est très intéressant dans le régime des intermittents. Et nous pensons que ça doit être étendu aujourd'hui progressivement à toutes les activités. En même temps, la présence de toutes ces nouvelles technologies, de tous ces robots, ça va rendre la société encore plus systémique qu'elle ne l'est aujourd'hui. Est-ce que là, il n'y a pas un danger que d'un seul coup, d'une certaine manière, tout nous échappe? Parce que ces robots vont tout de même plus vite que nous, même s'ils sont là pour, d'une certaine manière, nous permettre de travailler et de ne pas être dans un emploi, il n'en reste pas moins que, du coup, c'est tout un certain nombre de secteurs qui étaient déconnectés avant qui se retrouvent connectés. Il y a une interconnexion immense et du coup on arrive dans un système hyper systémique. Oui, c'est vrai, tout à fait, mais tout est système. Un être vivant, ça s'appelle un système ouvert, c'est un système dynamique ouvert. Donc le problème n'est pas exactement là. Le problème, il est dans le fait qu'on mette la systématisation et la formalisation au service de l'entropie et non pas de la négantropie, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. Le problème, c'est pas de s'opposer à ces processus. Mais est-ce qu'on ne devient pas apprenti sorcier? Non, mais il y a un danger évident en permanence avec toutes ces technologies-là, mais pas simplement ces technologies. La technologie en général est porteuse de ce genre de questions sans arrêt. Mais ce qui est très important, c'est de réorganiser la société pour faire en sorte que ce processus soit producteur de négantropie, c'est-à-dire de diversification. Et ça, c'est tout à fait possible. Ça n'est pas du tout une utopie. Je dirais même que c'est la seule façon rationnelle de penser, parce que si ce n'est pas cela, on conduit effectivement à un processus anthropique, c'est-à-dire à un processus ultra-violent.
Eh bien, puisque nous n'y sommes pas encore à l'ultra-violence, nous allons peut-être nous clore sur ces belles paroles. Je vous remercie beaucoup tous d'être venus ce soir, Quentin, Thomas, Bernard Stiegler. Et nous allons maintenant écouter justement un son de protestation non violente mais active quand même, c'est-à-dire que c'est un collectif qui à Nantes a été mangé dans les supermarchés. Voilà, c'est un son qui nous est envoyé par le Brutagène de Nantes et que nous écoutons tout de suite.